Bonsoir, bienvenue sur l'émission Cette économie, l'émission panafricaine consacrée aux décideurs et dirigeants qui construisent cette Afrique qui gagne. Depuis les années 80, les pays africains se sont lancés dans l'édification des zones économiques spéciales pour doper son industrialisation. Le phénomène s'est accéléré depuis 2009 où l'on observe du nord au sud une construction tout azimut des zones économiques spéciales. Les autorités gabonaises ne sont pas restées en marge de ce phénomène. 4 projets de zones économiques spéciales sont actés en Conseil des ministres depuis 2009. L'une d'elles, la zone économique spéciale de Coq, est désormais opérationnel. À ce titre, nous recevons sur ce plateau M. Sendje Armel Mensa, administrateur directeur général, c'est ça, de la zone économique spéciale d'Nkok. Alors, administrateur général, je vous remercie, M. Badouma, de nous donner cette opportunité de parler de cette zone économique à régime privilégié, c'est le terme consacré, d'Nkok, qui se veut être une zone opérationnelle aujourd'hui et la première opérationnelle dans la sous-région. Ok, avec vous, nous allons aborder la zone d'Nkok, donc sa présentation, le fonctionnement de cette zone. Nous allons voir les questions de compétitivité et d'attractivité et aussi les défis qu'il y a à relever. Mais auparavant, nous allons voyager au sein de cette zone. Située à moins 30 km de Libreville, la zone économique spéciale d'Nkok est l'un des tout premiers pôles de compétitivité économique pensés par le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, afin de favoriser les exportations de produits manufacturés et du bois transformé localement. Au départ, c'était une zone qui visait l'industrialisation de la filière bois, mais il y a une diversification actuellement. L'autorité administrative de la zone économique d'Nkok s'occupe essentiellement de superviser l'activité au sein de la zone, mais également nous avons au sein de l'autorité administrative un guichet unique qui s'occupe essentiellement et exclusivement d'accélérer toutes les formalités administratives de ces entreprises, non seulement celles qui doivent s'implanter dans la zone, mais également celles qui font de l'exploitation déjà. Aujourd'hui, la zone s'est diversifiée et comprend désormais 3 grands espaces d'activité. Une zone industrielle, une zone résidentielle et une aire commerciale où des enseignes et des banques ont déjà réservé des emplacements. Ils ont des avantages, par exemple la carte de chargeur qui est l'une des propriétés du Conseil gabonais des chargeurs, leur est délivrée gratuitement. Nous sommes à leur service, nous sommes là pour leur succès. Donc ici nous avons 15 administrations qui sont sur place aujourd'hui. Nous avons notamment la douane, les impôts, la direction générale de la documentation et de l'immigration. Nous avons l'industrie du bois et bien d'autres bureaux, administrations qui sont au sein du guichet unique. Pour l'administration au quotidien de la zone économique d'Nkok, une autorité administrative a été instaurée réunissant en son sein plusieurs administrations avec un leitmotiv à raccourcir les délais. Il y a un véritable gain de temps parce que toutes les procédures sont faites sur place. Donc, s'il faut commencer par le bureau forêt transmet aux industries, ça va aux impôts, on va jusqu'à la douane au niveau de l'exportation. Donc, du coup, l'opérateur économique n'a plus besoin de parcourir plusieurs administrations. Sur place, il a une porte d'entrée et la porte de sortie ici en Coq. Nous avons des délais très rapides. Donc, le BITC se fait en quelques minutes, la carte de chargeur en moins d'une heure, en 15 minutes. Donc les procédures sont très accélérées dans ce sens et les opérateurs sont satisfaits. La zone économique spéciale d'Nkok, c'est aussi plusieurs hautes infrastructures et des voies de communication intermodales pour l'évacuation des produits à exporter. La zone économique spéciale d'Nkok est déjà traversée par la voie ferrée. En plus de la route, un quai fluvial à 40 km du grand port de Vendo est donc en construction. Alors, Monsieur Messa, on vient de voir ce reportage. À quelle date a été créée la zone économique spéciale d'Nkok? Écoutez, M. Madouma, merci. Cette zone économique spéciale, comme vous avez vu sur la pancarte lors de l'inauguration qui a été faite en 2011 par le chef de l'État, a été créée depuis, le projet a été initié depuis 2010. Alors, il s'agit d'une zone économique qui, dans le premier texte, est sorti en 2011 sur la base, donc la loi 10 qui crée les zones économiques spéciales qui vont s'établir sur le territoire national.
Ensuite, celle de Nkok spécifiquement a été créée par le décret 461 en 2012. Donc depuis 2012, juridiquement, la zone économique à régime privilégié de Nkok existe. Alors quel est le statut juridique de cette zone? Alors, vous savez, les zones économiques spéciales, vous l'avez dit dans votre mot introductif tout à l'heure, M. Mbadoua, nous sommes dans un élan de zones économiques spéciales à travers les pays qui sont dits en voie de développement. Donc les pays, oui, c'est un phénomène en Afrique et qui aspirent à l'émergence, qui sont dits, c'est pour ça que j'ai précisé cela. Donc nous sommes aujourd'hui, nous parlons du cas de l'Afrique, mais ça s'étale aussi en Amérique latine et autres. Donc nous sommes réellement dans ces dynamiques au niveau mondial. Alors, cette zone économique spéciale qui a été créée il y a maintenant 3-4 ans, a été créée essentiellement pour permettre la diversification de notre économie. C'est l'un des enjeux essentiels. Vous n'êtes pas sans savoir que cette zone que notre pays est un pays qui dépend fortement de son industrie pétrolière, donc c'est une économie de rente. Alors il fallait diversifier cette économie, et il fallait assurer ce qui contribue par la suite donc au rééquilibrage de la balance commerciale de notre pays, qui aujourd'hui est déficitaire. Donc l'idée c'est de la rendre excédentaire, cette balance commerciale, donc s'assurer que nos exportations, que la valeur de nos exportations soit supérieure à la valeur de nos importations. Donc elle a un caractère d'exportation et il fallait surtout créer de nouveaux emplois, des emplois nationaux. C'est un réel vivrier d'emploi, cette zone économique spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé entre l'État gabonais et un opérateur économique. Oui, alors tout à fait. Au niveau juridique, donc la constitution de la zone est née d'un partenariat public-privé entre l'État et le groupe international OLAM. Alors, les deux ensemble ont mis sur pied une entreprise de droit gabonais, intitulée Gabon Special Economic Zone, donc GESEZ, qui a pour mission essentiellement d'aménager la zone, donc de la rendre, donc les images que vous avez vues tout à l'heure, c'est le beau travail fait par cette société à économie mixte où l'État est partenaire, et donc d'aménager cette zone, d'en gérer les infrastructures communes, donc on parle de l'eau, l'électricité et autres, et de faire du marketing. Et ça s'appuie sur le renom international que ce groupe a, donc le groupe OLAM, le partenaire privé de l'État dans cette société. Donc en effet, cette zone est née de ce PPP, qui est un bel exemple de partenariat public-privé entre un État et une société privée internationale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la répartition du capital entre les deux partenaires? Alors, la répartition du capital aujourd'hui est de 40% pour l'État gabonais et 60% pour OLAM International. Mais nous sommes en discussion pour revoir les distributions de capital au sein de ces deux entités. Alors, la zone, comment elle est aménagée? On parle d'espace commercial, de zones industrielles, de zones résidentielles. Tout à fait. Alors ça se veut une zone vraiment intégrée. Si la sous-zone industrielle représente le cœur de cette zone, parce que c'est elle qui est pourvoyeur d'emploi, qui est richesse ajoutée, qui est valeur ajoutée sur la diversification de notre économie, elle est quand même encadrée par deux autres sous-zones extrêmement essentielles. La sous-zone commerciale, qui elle consiste essentiellement à appuyer les investisseurs qui s'implantent dans la zone industrielle, et la sous-zone résidentielle qui permet de loger éventuellement les employés, mais aussi toute personne vivant sur le territoire national et qui aimerait vivre dans ce nouveau cadre. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'une zone qui est extraterritoriale. Alors donc c'est une zone qui se développe sur les standards internationaux. Elle est réellement intégrée. Support, soutien avec les institutions financières. Vous avez vu quelques banques qui ont déjà acquis des parcelles. Donc, institutions financières, d'assurance au niveau de la zone commerciale, puis même centres d'achat et autres, et résidentiels pour ceux qui vont y résider. Et comment elle sera administrée? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la gestion au quotidien de cette zone économique? Alors aujourd'hui, donc on parlait au niveau juridique, la zone économique spéciale, je vous parlais tout à l'heure du partenaire privé GESEZ, Gabon Special Economic Zone, qui a donc ce rôle d'aménager la zone et d'en gérer les infrastructures communes. Nous avons l'autorité administrative de la zone économique à régime privilégié de Nkok, qui a été consacré en même temps que le décret créant la zone, donc en 2012, et qui supervise l'ensemble des activités sur la zone. Donc l'autorité administrative qui m'a été donnée d'administrer depuis le 23 décembre 2014 est une autorité, représente l'administration publique au sein de la zone. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ces espaces géographiques aujourd'hui limités à 1126 hectares, nous sommes sur une première phase d'environ 460 hectares, c'est que cette zone qui est, comme je le mentionnais, plutôt extraterritoriale, l'exclusivité des démarches administratives
est sous la tutelle de l'autorité administrative qui abrite en son sein un guichet unique qui regroupe l'ensemble des administrations publiques qui concourent de la création d'entreprises au fonctionnement. Donc l'administration, la gestion administrative des opérateurs dans la zone se fait par l'autorité administrative de la ZAP de Nkok et la gestion des infrastructures se fait par le partenaire privé Gabon Special Economic Zone. Alors, lors de la création de cette zone, elle a été annoncée, la création dans les années 2010, mais il a fallu attendre 2011. Qu'est-ce qui a pris tout ce temps? Qu'est-ce qui a freiné dans le déploiement du projet? Alors, il a fallu attendre plus que 2011. Je veux dire, ça a été lancé en 2010, ce projet de zone. Ensuite, il y a eu tout l'aspect juridique, l'arsenal juridique qu'il a fallu mettre en place autour de la zone, mais surtout, tout le travail infrastructurel. Vous comprenez bien, M. Mbadouma, que si nous voulons attirer des investisseurs dans cette zone, et je vous parle de compétition internationale, vous savez qu'aujourd'hui, vous l'avez dit d'entrée de jeu, plusieurs pays, dont des États frères et voisins, ont des projets d'installation de zones sur le territoire national. Et ça prend du temps, créer une zone, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut s'assurer que lorsque l'investisseur arrive et décide de s'installer, qu'il choisit notre pays pour s'installer, qu'on lui mette à disposition toutes les infrastructures qu'il faut. Alors oui, ce temps d'attente avant le lancement de la première production qui a eu lieu en 2014, ce temps d'attente était consacré à l'aménagement de la zone, à construire des infrastructures. Vous avez, si vous êtes passé il y a environ 4 années dans cette zone, donc à 27 km de Libreville, c'était une forêt secondaire qui était là. Alors il a fallu tout retravailler, tout réaménager pour avoir le résultat que vous avez perçu lors de votre visite de terrain. Lors de l'annonce du projet, il était question que l'électricité le coût de l'électricité constitue un atout pour l'attractivité de la zone. Est-ce qu'aujourd'hui, l'électricité est disponible, l'eau est disponible? Alors, en matière d'infrastructure, ce qu'il faut noter sur cette zone, c'est qu'elle est totalement sécurisée en eau et en électricité. Nous avons voulu vraiment offrir un projet clé en main à nos investisseurs. Parlant de l'eau, il ne vous a pas échappé que la zone est jouxte la nationale 1 et est située entre Ntoum et Libreville et que la principale source d'approvisionnement d'eau de notre capitale est Ntoum. Alors donc nous sommes bien situés avec les travaux qui ont été faits depuis ces dernières années pour sécuriser la demande en eau nationale pour recevoir de l'eau provenant des stations de Ntoum. Mais au-delà de cela, nous avons voulu davantage sécuriser cette zone extraterritoriale. Alors pour cela, le gouvernement de la République a pris la décision, à travers la GESES, d'installer au sein de la zone des forages qui sécurisent la quantité, la production de l'eau dans la zone. Donc 8 forages sont installés dans la zone qui sécurisent donc cet approvisionnement en eau. Et au-delà de cela, nous avons 2 réservoirs d'une capacité d'environ 6 millions de litres par jour qui permet de stocker de l'eau. 6 millions de litres par jour. 6 millions de litres par jour. Si vous me permettez, en matière d'électricité rapidement, en matière d'électricité, nous avons voulu, donc les plus hautes autorités ont voulu que cette zone soit sécure en électricité et de ce fait, une centrale thermique à gaz a été mise en place, la centrale El Akiri, exclusivement pour la zone. Aujourd'hui, la demande en matière d'énergie n'est pas très importante, mais cette centrale est mise à disposition de la zone. Après donc la présentation de la zone économique spéciale de Nkok, nous allons aborder le fonctionnement aujourd'hui, l'état de lieu. Est-ce qu'il y a des bureaux, des entreprises qui sont désormais installés? Alors, aujourd'hui, au sein de la zone, nous avons 76 investisseurs qui ont acquis des parcelles dans la zone. Sur ces 76 investisseurs, il y en a 42 qui sont installés dans ce que j'appelle le cœur de la zone industrielle. Sur les 42 investisseurs implantés dans la zone industrielle, nous avons 8 qui sont en production depuis 2014. Et nous avons une dizaine, 10 exactement, qui rentreront en production au courant de cette année. Vous savez, cette zone attire réellement du monde. Vous avez vu les images, vous avez vu des usines qui sont en production lors de votre visite et vous avez vu celles qui sont en construction. Nous voulons attirer davantage. Nous avons mis à disposition des avantages fiscaux douaniers importants pour l'attirer, mais nous faisons de la valeur humaine, donc de l'autorité administrative, à travers son guichet unique, un réel facteur d'attractivité d'autres opérateurs. Et l'un des objectifs, je vous ai dit qu'il y en avait 76 qui sont aujourd'hui propriétaires de parcelles dans la zone.
nous voulons voir davantage. Ça veut dire que sur les 42 dans la zone industrielle et sur les 18 qui sont physiquement là, il faudrait que le reste des 42 arrivent plus rapidement et montent leurs unités. Vous parlez de 76 investisseurs. Quel est votre objectif à terme? C'est d'avoir combien d'investisseurs? Alors, le nombre d'investisseurs est difficilement chiffrable. La zone est sur 1126 hectares. Nous avons développé la première phase de la zone sur 460 hectares environ. Sur ces 460 hectares, les parcelles sont mises à disposition d'investisseurs en fonction de la superficie requise. Alors, donc, vous comprenez qu'on ne peut pas dire exactement le nombre de parcelles, le nombre d'investisseurs qui vont être là, mais une chose est sûre, c'est que nous n'avons utilisé que 460 des 1126 hectares dont nous avons droit dans l'espace géographique concédé à la zone. Alors oui, 76 investisseurs, c'est très peu. On souhaite en avoir énormément pour qu'on ne pas avoir 500-600 investisseurs dans la zone. Alors, vous allez parler au début d'une zone consacrée à l'exportation. Qui dit exportation dit voie d'évacuation de produits vers l'international. Aujourd'hui, est-ce que tout est réuni au sein de la zone spéciale de Nkock pour qu'un opérateur économique puisse évacuer ses produits, exporter? Alors, écoutez, je vous dis, c'est un autre atout majeur du choix de Nkock pour implanter cette zone économique qui, soit en passant, est une zone multisectorielle. Donc, outre le secteur de l'industrie du bois, qui permettait de remonter la chaîne de valeur dans cette industrie, aujourd'hui, la zone accueille différents types d'industries. D'accord? Donc, c'est multisectoriel. Alors, pour évacuer les produits, c'est une zone multimodale. Elle jouxte la Nationale 1, qui est aujourd'hui en état de rénovation pour d'en faire une belle 2 fois 2 voies. Mais au-delà de cette Nationale 1 qui jouxte cette zone, il est prévu une route dédiée qui partirait de Nkock pour Ovendo, le principal port d'exportation du pays, de sorte à permettre, parce que vous savez que les industries qui s'installent sont des industries qui travaillent 24 heures sur 24. On a besoin d'évacuer au quotidien, à toutes les heures, des produits. Alors donc cette route dédiée sera mise en place, permettra de ne pas passer à travers la ville pour aller à Ovendo. Nous avons, comme vous l'avez remarqué, la voie ferrée qui traverse la zone. 3 embranchements sont installés sur cette voie ferrée pour décharger les matières premières qui arrivent dans la zone et permettre d'évacuer les produits qui sont fabriqués. Puis, nous avons un quai de 230 mètres de long qui permettra de déplacer des barges d'une capacité de 1000 tonnes, permettant de rallier Nkock par voie fluviale au port d'Ovendo. Elle est vraiment multimodale. Je crois qu'aujourd'hui, ça donne l'occasion à nos investisseurs qui arrivent de choisir le moyen d'évacuation qui leur sied au mieux. Dans le reportage, on a vu que certaines banques et certaines enseignes commerciales ont réservé des espaces, mais que les premières briques ne sont pas encore posées. Qu'est-ce qui explique ce retard assuré? Alors, je vous mentionnais que la zone industrielle, la sous-zone industrielle est le cœur de cette zone. Pour que la sous-zone commerciale et la sous-zone résidentielle prennent en ampleur, il faudrait davantage d'activités dans la zone industrielle. Parce que ceux qui s'implantent dans la zone commerciale, notamment en matière de services, pour parler des banques, ont besoin de vendre leurs services à quelqu'un. Alors c'est pour ça que nous travaillons fort pour augmenter la croissance, la cadence au niveau de la sous-zone industrielle qui permettrait alors le passage. Alors aujourd'hui, il y a des banques en effet qui ont réservé des parcelles. Il y a une banque qui est réellement installée. Elle n'a pas encore construit son immeuble, mais qui est abritée dans le bâtiment de l'autorité administrative de la zone économique et projet de Nkock, parce que pour les investisseurs qui sont là, ils avaient besoin d'une banque présente. Alors celle-là, elle est installée et a un projet de monter les murs de son bâtiment administratif. Nous avons été dans la zone spéciale de Nkock, elle est désormais opérationnelle. L'équipe de cette économie est allée rencontrer quelques opérateurs économiques pour voir ce qui se passe. Reportage. La zone économique spéciale de Nkock est progressivement rentrée dans sa phase opérationnelle. Les entreprises s'y sont progressivement installées dans l'industrie de la transformation du bois avec une stricte observation de la réglementation forestière et fiscale. Nous avons principalement 4 industries qui ont démarré effectivement les activités. Il y a une qui fait il y a trois autant pour moi qui font dans le sillage et il y a une qui fait dans le déroulage. Mais les activités se déroulent bien, si je peux le dire ainsi, et tout se passe au mieux. Donc ils ne se plaignent pas. On met à leur disposition tout l'accompagnement nécessaire pour leur permettre de développer leur activité sans se soucier de quoi que ce soit.
Dans des secteurs autres que l'industrie du bois, un frémissement est perceptible. C'est le cas également dans le recyclage des rebuts non ferreux, débouchant sur la production des alliages destinés à l'exportation. Nous, ici, nous recyclons les métaux non ferreux. Nous produisons essentiellement des lingots d'aluminium, de cuivre et de plomb. Ces lingots sont destinés à l'exportation. Vous avez des vieilles batteries qu'on recycle qui produisent des lingots de plomb. On a aussi des déchets d'aluminium, de cuivre qui produisent des lingots d'aluminium et de cuivre. Cette entreprise existe depuis 2012. Mais on a commencé les activités en juillet 2014. On annonce aussi l'installation d'une entreprise spécialisée dans la production de batteries pour véhicules. Les activités industrielles devraient démarrer fin 2015, début 2016. Une année charnière, d'autant que les activités industrielles et commerciales auront effectivement décollé. On a vu dans le reportage, il est prévu la construction d'une usine qui va fabriquer les batteries de voitures. Alors, est-ce que vous pouvez commenter ce projet? Est-ce que là, la zone migre vers l'industrie automobile? Écoutez, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, cette zone a un caractère multisectoriel. Et pour nous, il est important d'aller vers des secteurs à valeur ajoutée pour lesquels nous pouvons encadrer sur le territoire national. Alors, aujourd'hui, ce projet sur les batteries automobiles, qui est un beau projet qui est en cours cette année et dont l'usine entrera en production aujourd'hui, vient démontrer qu'au-delà de ce que nous avons comme ressources naturelles, comme les pays dits aujourd'hui industrialisés, nous pouvons aller vers une industrialisation plus poussée, tel que c'est décrit dans le plan stratégique Gabon émergent à travers son pilier Gabon industriel et décliné dans la stratégie nationale d'industrialisation. Alors oui, nous sommes aujourd'hui sur des choix de secteurs d'activité qui concordent avec le plan stratégique Gabon émergent et qui permettent de créer de nouveaux emplois. L'industrie automobile, ce sera peut-être pas demain, mais pourquoi pas? Alors, vous pensez que ces batteries sont compétitives? C'est l'occasion de parler de la compétitivité de la zone. Alors, vous savez, en matière de compétitivité, nous avons en effet, dans les coûts de production des usines qui s'installent, ça il faut le reconnaître, quelques difficultés dans la structure de coûts qui alourdissent la structure de coûts de production. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la sous-région, notre main-d'œuvre est l'une des plus chères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs éléments. Alors, l'administration publique, le gouvernement travaille fort et nous instruit de réfléchir sur les leviers permettant de renforcer la compétitivité sur le marché international. Parce que à l'exportation, non seulement il faudrait qu'on soit compétitif, mais que nous mettions des produits de qualité sur le marché international. Alors, aujourd'hui, vous avez cité un exemple concret qui a été pris, le coût de l'électricité. Dans la zone aujourd'hui, l'électricité est à 18 francs du kilowattheure. Alors, on essaye, tenant compte de nos faiblesses dans la structure des coûts de production, de mettre en place, de prendre des mesures qui accompagnent ces investisseurs de sorte à ce qu'ils soient compétitifs. 18 francs le kilowattheure, est-ce que nous sommes compétitifs par rapport aux autres zones en termes d'énergie à ce niveau? Nous sommes compétitifs par rapport à un certain nombre d'autres zones. Pas toutes, mais un certain nombre d'autres zones. Mais le tout est dans l'ensemble. Le tout est dans l'ensemble, ce n'est pas sur un poste en particulier de la structure de coût, mais dans l'ensemble, de sorte à ce que le produit final soit compétitif sur le marché international. Le deuxième élément du poste de coût, c'est justement l'acquisition de la terre. On dit que le mètre carré coûte cher en coque. Tout à fait. Oui, ça, il revient souvent en effet que le mètre carré coûte cher. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que il y a 100 parcelles de vendues. Ces 76 investisseurs ont 100 parcelles de vendues. Aujourd'hui, ça représente environ 82% de la zone qui a été vendue. C'est vrai, on ne nie pas que ça pourrait être un coût important dans la structure de coût, mais encore là, des aménagements sont faits pour ces investisseurs qui arrivent. Notamment, des discussions sont faites avec le partenaire privé qui a la responsabilité de vendre ces parcelles, donc Gabon Special Economic Zone, qui essaie de voir, qui essaie d'étaler les paiements là-dessus pour permettre à l'opérateur de ne pas souffrir de ce poids éventuellement qui gruge dans sa structure de coût. Mais aussi, au-delà de ça, comme je vous mentionnais tout à l'heure, l'administration publique travaille à rééquilibrer les choses. Parce que vous savez, mettre à disposition une parcelle aménagée qui est totalement faite, ça a un coût. Et vous savez, nous sommes au Gabon. Dans notre pays,
les coûts sont relativement élevés. Les coûts de construction sont relativement élevés. Et nous y travaillons. Vous verrez que dans l'ensemble, au niveau des entreprises industrielles qui s'installent, nous avons des entreprises du secteur du BTP qui ont, elles, pour vocation de mettre principalement sur le marché national les produits de matériaux de construction. Nous avons une usine qui construit du fer à béton, une deuxième qui arrive qui rentre en production au courant de l'année. Nous avons des usines qui fabriquent des briques industrielles. Nous travaillons pour pouvoir avoir... Alors, nous travaillons de sorte à réduire le coût d'une construction immobilière sur le territoire national. Ça aura pour répercussion éventuellement dans la seconde phase de voir éventuellement dans quelle mesure les prix des parcelles pourraient être plus intéressants. Mais nous y travaillons. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans l'agence spéciale d'Hancock. Ouais. Il reste que à Tanger, Freyzone par exemple, au Maroc, il y a un accompagnement à la formation. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, vous savez que en matière d'industrie dans notre pays, aujourd'hui, nous manquons de main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est une réalité qu'il faut souligner. Au sein de la zone, les plus hautes autorités, donc le gouvernement, entre autres, ont pris la décision d'assouplir les lois en matière d'immigration, parce que vous savez, ce qui importe pour nous, c'est que celui qui choisit de venir investir dans notre pays se concentre sur ce pourquoi il est arrivé. Donc, sa production. Parce qu'à la fin, nous sommes gagnants. C'est très important. Donc oui, aujourd'hui, sur des postes qualifiés, c'est de la main-d'œuvre étrangère qui accompagne ces investisseurs à réaliser leurs projets, à mettre en œuvre leurs projets. Mais derrière, soyez rassurés, M. Madouba, derrière, nous insistons que ces postes qualifiés, qu'il y ait un Gabonais derrière qui travaille avec eux, comme le prévoit la loi du travail, pour assurer le transfert de compétences. Ce qui est très important parce qu'on parle de nouveaux secteurs d'activité qui sont, il y a plusieurs entreprises dans la zone qui sont aujourd'hui précurseurs dans le secteur. Vous avez parlé de l'usine de batterie, nous avons parlé de l'usine sidérurgique, de fonderie, laminoir, on peut parler d'industrie pharmaceutique qui s'implantent dans la zone. Tout ça, ce sont des entreprises précurseurs. Nous avons le besoin d'apprendre à connaître ces métiers pour pouvoir le faire. Mais définitivement, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un vivrier d'emploi pour les Gabonais, cette zone économique spéciale. Alors, l'autre élément pour être compétitif au niveau international, c'est de respecter les normes en matière de fabrication de produits. Tout à fait. La question de la qualité se pose aujourd'hui pour conquérir des parts de marché. Est-ce que Hancock, toutes les questions de certification, de labellisation vont être abordées ou vont être imposées aux opérateurs économiques? Écoutez, vous savez, nous sommes un pays depuis le récent recensement d'1,8 million d'habitants et nous travaillons fort dans le cadre de la main-d'œuvre disponible, d'accompagnement de ces industries qui s'implantent. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que les secteurs d'activité qui ont été choisis pour être implantés sont des secteurs d'activité qui savent être encadrés par la législation nationale, qui est importée au sein de la zone. Alors, donc, lorsqu'on parle de certains industries, nous savons, c'est parce que nous avons des lois et règlements qui encadrent ces professions. Première chose, et cette zone à caractère d'exportation, oui, veut mettre du Made in Gabon sur le territoire, à l'international. Nous voulons mettre des produits Made in Gabon, certes, mais soyez rassurés, des produits Made in Gabon de qualité. Aussi, nous travaillons de concert avec l'Agence gabonaise de normalisation, qui est dépositaire du Made in Gabon et qui encadre en termes normatifs les normes dans l'industrie. Alors oui, nous faisons un suivi scrupuleux des produits qui doivent être mis sur le marché international. Nous y travaillons. Aujourd'hui, c'est essentiellement des produits du bois qui sont exportés, pour lequel nous avons déjà une belle expérience, et un encadrement juridique national et international qui existe, qui permettent de faire en sorte que ces produits soient des produits qui répondent aux normes internationales. Nous travaillons sur d'autres secteurs d'activité pour nous assurer que les produits qui sortent soient des produits totalement normés. Alors, l'autre élément, quand on parle de zone économique spéciale, c'est l'application du Code du travail. Est-ce qu'au niveau de la zone de code d'Hancock, on a pris des dispositions parce que cette application peut avoir un impact sur les coûts, mais le non-respect constitue aussi une violation du Code du travail. Soyez rassurés qu'au sein de l'autorité administrative et au nombre des 15 administrations aujourd'hui représentées, nous avons la Direction générale du travail et de la main-d'œuvre qui est représentée et nous avons la CNSS, la Caisse nationale de santé et de sécurité, qui est aussi représentée et qui font un travail immense de suivi
des opérateurs qui sont à l'intérieur en matière de travail et de sécurité au travail. Donc ça se fait au quotidien, je peux vous le dire. Okay. Et pour ce qui est de la rétribution, de la rémunération des employés qui vont y être installés, est-ce qu'on peut penser qu'en travaillant en coque, eh bien, on peut bien vivre? Écoutez, en travaillant en coque, on peut bien vivre. En travaillant en coque, on ouvre la porte, on s'ouvre les portes de nouveaux secteurs d'activité. Vous savez, les salaires qui sont les grilles salariales qui sont généralement mises en place, on va dire ça comme ça, par les entreprises, sont mises en place compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'en matière de respect de la réglementation en vigueur, le minimum salarial consenti est bien précis pour, on va dire, le travail manœuvre de bas niveau. Maintenant, au niveau des postes cadres et autres, vous devinez bien que les salaires je ne peux pas, parce que c'est à l'entreprise, je ne peux pas donner de chiffre de salaire aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que ce seront des emplois qui seront bien rémunérés. Aujourd'hui, s'il y a un Africain qui veut travailler, un Gabonais qui veut travailler à la zone de coque, comment est-ce qu'il procède? Généralement, il y a des appels d'offres, parce que c'est quand même reculé de Libreville. Ouais. Voilà, comment on fait? Alors aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, nous avons demandé à l'ensemble des entreprises actuellement installées de nous produire la liste de leurs besoins en matière d'emploi. Cette liste que nous sommes en train de compiler, vous posez bien la question, parce que c'est récent, ces demandes, compte tenu du nombre de demandes de permis de travail qui se fait, nous voulons nous assurer, et ça, nous faisons ce travail méticuleusement, que chaque emploi étranger qui est octroyé au sein de la zone l'est, parce que nous n'avons pas pu en octroyer un, parce que nous n'avons pas pu trouver un Gabonais pour assurer ce poste de travail. Alors, vous savez, nous avons, nous, au sein de la zone, la chance d'être sur un périmètre circoncis de 460 hectares. C'est plus facile à gérer que tout le pays. Hein, il faut le reconnaître. Alors, donc, nous avons une liste qui est en compilation, qui nous est transmise par l'ensemble des industries. Et nous travaillons de concert avec l'Office national de l'emploi pour pouvoir nous assurer que dans leur banque de données, qu'il n'y ait pas de Gabonais dont les profils correspondent. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que les entreprises envoient, à l'exemple hier encore, j'étais avec le directeur général d'une des entreprises qui me disait qu'il avait transmis sa liste, qui travaille de concert avec l'ONE pour s'en assurer. Et nous veillons parce que toutes les démarches administratives se font à notre niveau. Donc lorsqu'une demande d'importation de main-d'œuvre étrangère nous est présentée, nous nous assurons qu'il s'agit d'un emploi pour lequel un Gabonais ne peut pas travailler. Alors, Monsieur Messa, nous souhaitons que vous éclairez l'opinion sur la rentabilité de la zone. C'est une entreprise, les coûts sont bas, les prélèvements, on imagine, sur les impôts et taxes sont suffisamment faibles. Comment rentabiliser un tel projet? Vous savez, un projet comme celui-là, ça se rentabilise sur le temps. Je vous disais, c'est un vivrier d'emploi. Ça veut dire que les personnes qui travailleront, qui paieront donc des taxes, qui paieront des taxes, viennent contribuer à l'économie nationale. C'est vrai, les avantages fiscalo-douaniers qui sont consentis dans la zone, et ça, vous me permettez de le dire, sont consentis à ceux qui sont implantés dans la sous-zone industrielle, pas dans la sous-zone commerciale, pas dans la sous-zone résidentielle. Ces avantages ont été mis en place pour rendre ces industriels compétitifs, pour que leurs produits soient compétitifs sur le marché international. Maintenant, en matière de rentabilité, c'est sur le long terme. Une chose est sûre, c'est que cette zone concrétise, est l'une des concrétisations du plan industriel et fera en sorte que notre économie changera de visage. Donc demain, ça contribuera fortement au secteur secondaire qui aujourd'hui est un peu à la traîne, et donc qui a forte valeur ajoutée dans l'économie. Monsieur Messa, abordez le dernier point de notre entretien, le développement futur de la zone de coque. Ce sont les défis. Une zone telle qu'elle, c'est des défis à relever. Les entreprises s'installent progressivement. Quels sont pour vous les obstacles majeurs ou les leviers pour accélérer le développement de la zone? Alors, c'est l'occasion de vous dire, vous savez, les avantages fiscalo-douaniers qui sont offerts aujourd'hui dans la zone sont offerts pour attirer des investisseurs, entre autres. Mais soyons réalistes, nous ne sommes pas seuls à accorder ces avantages fiscalo-douaniers. Les autres zones économiques spéciales aussi le font. Tout à l'heure, je vous disais que l'homme est au cœur
de cette attractivité. L'autorité administrative qui habite en son sein le guichet unique, installée depuis le mois de décembre dernier, à Hancock, proche des opérateurs. Les opérateurs n'ont qu'un point de contact. Au sein de l'autorité administrative, nous avons ce que nous appelons des chargés de relations aux investisseurs, qui sont les portes d'entrée et de sortie des investisseurs. Ça veut dire que l'investisseur qui est installé en Hancock, pour toutes ces démarches administratives, ne voit qu'une personne. Tout le travail qui est fait au sein du guichet unique, et c'est là l'occasion pour moi de remercier la collaboration franche de mes collègues, les directeurs généraux des administrations centrales à l'extérieur de la zone, donc sur le territoire national, qui nous accompagnent au quotidien pour permettre de remettre les demandes, de répondre favorablement et rapidement aux demandes administratives qui sont posées. Ça veut dire, pour nous, le développement de la zone demain se repose sur l'accompagnement du service public en matière de réduction de délais, de réduction des processus. L'opérateur qui vient et arrive à se concentrer sur son activité, croyez-moi, c'est un opérateur fort. Et c'est un opérateur fort, nous sommes gagnants. Ça fait de notre économie une économie plus forte. Et donc, l'autorité administrative, à travers son guichet unique, a un rôle extrêmement important à jouer pour l'attractivité future des opérateurs qui arrivent dans la zone. Vous avez dit que tout à l'heure qu'il y a 8 entreprises en production. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres d'ici fin 2015, fin 2016, on peut avoir combien d'industries en activité? Déjà d'ici fin 2015, nous aurons 18 entreprises qui seront en production. En plus de 8 actuellement? Alors non, nous aurons 10 en plus des 8 actuellement qui rentreront en production au cours de l'année. Donc 10 sont prévus rentrer en production au cours de cette année et ça en fera 18 pour 2015. Nous tablerons sur 2016 par la suite parce que nous sommes sur une vaste campagne d'attractivité pour attirer d'autres investisseurs dans des secteurs qui concordent avec la stratégie nationale d'industrialisation. On a bien compris que vous prenez les avantages fiscaux douaniers, vous prenez également l'accélération de processus administratifs pour s'installer dans la zone de Hancock, mais il reste aussi que l'environnement au sein de la zone doit être important et sécurisé. Est-ce que les questions de sécurité liées à la sécurité sont prises en compte pour protéger le bien, le patrimoine des investisseurs? Alors, en matière d'infrastructures qui rassurent la sécurité, lors de votre visite, vous avez dû le constater, c'est une zone qui se veut autonome. Hein, je dis, elle est extraterritoriale, se veut vraiment autonome. Pour sécuriser les investissements au-delà de la sécurité, du fait que notre pays est un pays qui est reconnu par la COFAS, naturellement, où le risque pays est le moins élevé en Afrique centrale. Nous avons infrastructurellement une caserne de pompiers et un poste de gendarmerie sur le site pour sécuriser les biens. Alors, ces deux infrastructures sont achevées, elles sont équipées, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, nous n'avons pas encore de gendarmes et de pompiers sur site pour la simple raison que nous sommes en train de faire venir les équipements roulants nécessaires à leur travail. On parle de camions de pompiers, on parle de sorte à sécuriser physiquement les investissements qui sont faits dans la zone. Alors l'autre défi aussi, c'est de conquérir les marchés internationaux. En termes de marché et par rapport à la vision que vous avez, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la zone de Hancock cible le marché spécifique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique? Quelle est votre vision? Alors, vous savez, les investisseurs ont des clients à travers le monde. Hein. Donc, dans leur portefeuille, dans leur gestion au quotidien, ils voient vers où nous sommes ouverts au monde. Et plus des produits made in Gabon sont dans plusieurs pays du monde, mieux c'est pour le Gabon. Ce sont des ambassadeurs, ces produits, de notre pays à l'étranger. Alors, oui, donc ça, c'est un travail qui est fait. Nous, au niveau de l'autorité administrative, de concert avec le partenaire privé Gabon Special Economic Zone, nous tablons sur certaines zones pour faire de la promotion. Lorsque nous savons qu'un pays est fort dans un certain type d'industrie, nous allons vers ce pays pour attirer des investisseurs de ce pays vers le Gabon en leur présentant les atouts que représente le choix, les atouts qu'ont la zone économique à régime privilégié de Hancock pour qu'ils s'installent. Donc pour nous, vraiment, nous sommes ouverts sur le monde et les produits aujourd'hui les quelques produits que nous mettons sur le marché vont dans plusieurs régions du monde. Aujourd'hui, on a constaté, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, au Maghreb, certaines zones économiques ont profité de l'AGOA, l'opportunité qu'offre le marché américain. À ce niveau, est-ce que vous, autorité de la zone de Hancock, avez pensé à profiter de ces outils?
Écoutez, nous sommes en train de mettre sur le marché international du Made in Gabon. Et donc des coopérations internationales comme celles que nous offre l'AGOA sont extrêmement essentielles. On parle du marché américain là. Alors, c'est extrêmement essentiel. Nous avons la chance d'abriter le prochain sommet de l'AGOA, ici en août prochain. Vous pouvez être rassuré que la zone économique à régime de Coq sera bien présente. Parce que c'est là l'occasion de dire aux Américains, au Gabon, nous savons aussi faire des choses et nous le faisons bien. La zone économique spéciale de Coq, un projet ambitieux. Vous, en tant que pilote, vous avez certainement quelques mois passés aux commandes de ce projet. Comment voyez-vous, assumez-vous la responsabilité? Envisagez-vous des risques dans le pilotage de cette grande entreprise? Des risques, vous savez, en matière industrielle, le risque zéro n'existe pas, de façon générale. Le risque zéro sur les industries. Pour parler du projet dans son entièreté, c'est un projet qui changera le visage de notre économie. J'en suis persuadé, et c'est parce que j'en suis persuadé que chaque matin je me lève avec la force et je vais me battre pour faire de ce projet un vrai succès. Alors, pour moi, c'est clair, nous serons certainement, au fil du temps, confrontés à certaines difficultés. Mais l'administration saura se concentrer sur l'essentiel et résoudre au fur et à mesure les fameuses difficultés qui n'auront pas été prévues d'avance. Aujourd'hui, tout se passe bien. Nous travaillons à accompagner, et je dis accompagner ces investisseurs que nous considérons comme des partenaires. Ces investisseurs, pour qu'ils se concentrent sur leurs activités. Et c'est ça l'essentiel pour nous, parce que ce seront nos meilleurs ambassadeurs. Savez-vous, lorsqu'un investisseur est satisfait des services administratifs qui sont offerts, est satisfait de l'endroit où il est implanté, parce que tout est facile pour lui et qu'il se concentre sur son activité, il sera le premier à aller dire ailleurs, sur les plateaux où il se retrouve entre investisseurs, qu'au Gabon, lorsqu'on y investit, son investissement est sécurisé et que l'administration publique fait son travail comme ça se doit. Est-ce que vous ne pensez pas que la zone économique d'un Coq, avec son système de régime privilégié, puisse avoir un impact négatif sur l'économie nationale? Je veux dire, est-ce que l'environnement extra-zone économique ne peut pas impacter sur le fonctionnement normal de cette zone? Non. D'abord pour la simple raison que la zone est une zone à caractère d'exportation, déjà pour commencer. C'est vrai que dans les textes qui régissent la zone, 25% des produits fabriqués peuvent être mis sur le marché national sans effet sur les avantages fiscaux douaniers qui sont consentis. Et que même, on pourrait permettre de mettre sur le marché national jusqu'à 75% de la production de ces usines. Si le marché national est déficitaire. Donc, lorsque les produits se retrouvent sur le marché national, c'est parce que le marché national est possiblement déficitaire. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons, et c'est l'occasion de le dire, cette industrie qui s'est implantée pour faire du fer à béton, donc contribuer, aller dans les matériaux de construction, permet aujourd'hui, vous avez dû voir depuis environ un mois, les publications dans une certaine presse, des prix de ces matériaux qui sortent de cette usine, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 35% moins chers que les barres de fer importées. C'est ça, c'est ce que nous voulons pour l'économie nationale. Vous dites que c'est une contribution à l'économie nationale, cette réduction des coûts? Ah ben oui, parce que c'est le consommateur final qui est bénéficiaire. On réduit les coûts, ça permettra, si on peut le faire, si on le fait sur du fer à béton, qu'on peut le faire sur le ciment, qu'on peut le faire sur plusieurs produits qui rentrent dans la construction, c'est tous les Gabonais qui auront une maison plus facilement demain. Alors, Monsieur Messa, nous avons une tradition. Souvent, nos invités signent le livre d'or de Canal 7. Vous allez dire quelque chose par rapport à cette émission, par rapport à cette chaîne panafricaine qui envisage de promouvoir les talents africains, cette Afrique qui gagne. Écoutez, c'est l'occasion de vous remercier de nous donner l'opportunité de parler de cette zone économique spéciale. Je le souligne, cette zone économique spéciale se veut l'industrialisation, je vais dire, de notre sous-région. 1,8 million de population au Gabon, 44 millions dans la zone CEMAC, même potentiel de 175 millions si nous mettons l'UEMOA avec qui nous partageons la même monnaie. Donc oui, nous voulons que cette zone économique spéciale soit la porte d'entrée des investissements directs étrangers pour la sous-région et même plus loin vers l'Afrique de l'Ouest.
Donc vraiment, c'est l'occasion de vous remercier, M. Benoît, de nous faire parler de la zone économique spéciale et de remercier Canal 7 à travers cette économie qui est une émission qui, en effet, parle de l'Afrique autrement, parce que nous avons besoin de montrer aux yeux du monde que l'Afrique bouge. Et cette Afrique que vous appelez gagnante, nous travaillons au quotidien pour qu'elle le soit réellement. Je vous remercie et ce sera avec plaisir que je mettrai un mot dans votre... Allez-y. Chers téléspectateurs, vous êtes bien sur cette économie, l'émission panafricaine consacrée à l'Afrique qui gagne, aux décideurs et dirigeants qui construisent l'Afrique, qui initient des projets porteurs de développement. Là, nous recevons M. Senji Armel Mensah, administrateur général de la zone économique spéciale de Coq, qui, en ce moment, est en train de signer le livre d'or de Canal 7. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, cette économie est une mission qui permet à l'Afrique de montrer ses talents aux yeux du monde. Et ça, nous vous en remercions. Merci, M. Mensah, mais on va clôturer cette émission. Vous avez encore 5 minutes. Si vous avez quelque chose à dire sur la zone économique spéciale de Coq, peut-être une adresse aux investisseurs, c'est l'occasion. Écoutez, merci de me donner cette occasion de conclure par ceci. Vous savez, notre pays est un pays qui bénéficie de plusieurs atouts. Notamment, vous savez que l'indice Mo Ibrahim 2015 a placé le Gabon comme étant le pays ayant la meilleure gouvernance en Afrique centrale. La COFAS, je vous disais tout à l'heure, classe le Gabon depuis 2013 comme étant le pays où le risque à l'investissement est le moins élevé, la commune la plus libérale d'Afrique. Nous avons le rapport Doing Business qui classe le Gabon premier depuis en tout cas depuis ces dernières années. Nous avons plein d'indicateurs qui nous permettent de montrer que le Gabon est l'endroit, la porte d'entrée pour l'investissement en Afrique centrale. La zone économique à régime privilégié de Coq est un projet phare, issu de la stratégie nationale d'industrialisation qui a été initiée par le chef de l'État, mais surtout qui a été, ce que je voudrais surtout dire, c'est qui a été concrétisé, on va dire ça comme ça, à travers la stratégie nationale d'industrialisation qui met des projets sur le territoire national. Au-delà de la zone économique spéciale de Coq, 2 autres projets de zone économique spéciale sont sur le territoire national. Celle de l'île Mandji et celle prévue dans la région de Boumango, qui sera spécialisée dans l'agro-industrie, et l'autre dans la pétrochimie. Les 3 ensemble concourent à diversifier notre économie. Trop dépendante du secteur pétrolier, et l'actualité aujourd'hui nous le prouve à suffisance. Donc, moi je dis, pour ma part, le Gabon est l'endroit où il faut investir dans le secteur secondaire pour la sous-région. Et j'appelle donc tous les investisseurs à travers le monde. Nous avons l'occasion, à travers cette chaîne, à travers Canal 7, qui se veut la panafricaine des chaînes, et qui aujourd'hui est sur Canal depuis quelques mois, donc nous donne l'occasion de parler à l'Afrique tout entière, de dire qu'au Gabon, nous attendons des investisseurs de tout pays. Et nous mettons les petits plats dans les grands pour recevoir. Chaque opérateur qui s'installe est pour nous un opérateur qui a choisi le Gabon, et nous chérissons cet opérateur économique. Pour nous, leur succès est notre priorité. Merci, M. Mensah, d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez sur l'émission Cette économie, l'émission panafricaine qui valorise les décideurs et les dirigeants qui construisent cette Afrique qui gagne, cette Afrique forte, cette Afrique débarrassée de préjugés. Avec M. Mensah, nous avons abordé la présentation de la zone économique spéciale d'un Coq. Nous avons vu son fonctionnement et les avantages qu'offre cette zone économique. Avec M. nous avons parlé de la compétitivité et nous
croyons que, selon ces dires, cette zone va être leader dans l'Afrique sous-régionale, au niveau sous-régional. Et enfin, avec M. Messa, nous avons vu comment le Gabon entend relever le défi du développement pour une meilleure croissance de l'Afrique. J'ai juste une question. Quand on vous a confié l'émission de la zone économique spéciale de Coq, est-ce que vous vous êtes dit, vous avez des doutes quant à votre réussite? C'était quand même un projet pionnier, comme vous avez dit. Absolument pas, aucun doute. Avec beaucoup d'humilité et au quotidien, et grâce à mes collaborateurs au quotidien, nous formons une équipe. Et je le dis à chacun d'entre eux, nous avons là un projet extrêmement essentiel pour le pays, pour changer le visage du pays. Et nous formons une chaîne où chaque maillon représente chaque membre de l'autorité administrative d'un COC. Alors, nous veillons à ce qu'aucun maillon ne brise, parce que cette chaîne, elle est extrêmement importante. Et pour nous, nous travaillons tous au quotidien, d'arrache-pied, pour faire de ce projet un réel succès. Et je vous invite à parler de ce projet dans quelques années. Déjà en fin d'année, vous revenez nous voir, vous verrez à quoi la zone économique de Coq ressemblera. Dans 5 ans, vous irez voir à quoi ça ressemble. C'est un projet qui est là pour rester. C'est un projet, je suis même gêné de l'appeler projet parce que c'est déjà concret. C'est du concret, cette zone économique à Coq. Et votre partenaire, Olam International, vous accompagne, joue son rôle pleinement? Pleinement. Alors nous avons la chance et nous avons surtout l'occasion de bénéficier de la bonne connaissance et du large réseau de contacts qu'Olam International a pour pouvoir nous accompagner dans cette promotion extrêmement importante de la zone à travers le monde. Merci. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette économie.